Dès sa naissance, l'être humain est pourvu d'un système biologiquement programmé lui permettant de s'assurer de la disponibilité de la personne qui en a la charge, qu'il s'agisse de la mère, du père ou d'une autre personne. Ce système se nomme l'attachement. Le nouveau-né étant extrêmement vulnérable, le système d'attachement est nécessaire à sa survie et à son développement ultérieur. Pour obtenir le soutien dont il a besoin, l'être humain active des conduites d'attachement. Chez le nouveau-né, celles-ci se résument essentiellement aux cris et aux pleurs. Le bébé cherche ainsi à ce que l'on prenne soin de lui. Les conduites d'attachement persistent jusqu'à ce que le bébé obtienne ce qu'il veut ou qu'il s'épuise. Peu à peu, tout au long de la vie, les conduites d'attachement se complexifient et se peaufinent. Bonne question. Chez l'enfant, les conduites d'attachement sont plus primaires, donc pleurer, adresser un petit sourire, tendre les bras pour se faire prendre, mais les conduites d'attachement se manifestent tout au long de l'existence. Chez l'adulte, elles vont être, on l'espère, un peu plus sophistiquées. Ça peut être demander de l'aide à un collègue, dire bonjour en arrivant sur les lieux de travail, demander à un collègue d'aller luncher sur l'heure du midi. Les conduites d'attachement n'ont pas toujours les conséquences escomptées. Parfois, même chez l'adulte, il y a des conduites d'attachement qui vont déplaire, qui vont susciter chez l'entourage plus de repli que de comportements d'entraide puis de collaboration. Par exemple, adresser des reproches à un collègue, manifester sa jalousie de ne pas avoir participé à un projet ou encore insulter d'autres personnes sont aussi des conduites d'attachement, mais qui, évidemment, n'auront pas les conséquences favorables que d'autres conduites plus productives. Sur le plan empirique, les recherches classiques du psychologue Harry Harlow, réalisées auprès de bébés singes, ont grandement contribué à comprendre les implications de l'attachement. Les travaux de Harlow témoignent notamment de l'importance du besoin de contact physique dans le développement de plusieurs espèces animales, dont l'espèce humaine. Les recherches de Harlow montrent que les bébés singes, isolés de leur mère et de leur fratrie peu après leur naissance, développent de l'anxiété et présentent des troubles comportementaux qui perdurent bien au-delà de l'enfance. Une fois adultes, les bébés singes qui ont été isolés présentent, entre autres, des difficultés importantes à interagir avec les autres singes. Les conclusions des études du professeur Harlow invalident l'idée préconçue selon laquelle les bébés n'ont besoin que de manger pour se développer correctement. Le contact physique semble essentiel. Le psychiatre John Bowlby s'est inspiré des recherches de Harlow pour formuler sa théorie de l'attachement. Cette théorie postule que tous les individus naissent avec le besoin inné de rechercher la proximité d'autrui en cas de besoin, ce qui non seulement permet leur survie, mais contribue également au développement d'un sentiment de sécurité et de valeur personnelle. Plus spécifiquement, la théorie de l'attachement suggère que nous développons des cognitions sociales, c'est-à-dire un schéma de soi et d'autrui, sur la base de nos premières expériences avec la personne qui était en charge de nous et que ces schémas guident notre comportement la vie durant. Les recherches de Bowlby sont en grande partie basées sur l'analyse de dyades mère-enfant. Bowlby a observé que lorsque sa mère se montre souvent distraite et occupée par autre chose, l'enfant en conclut qu'il ne peut pas compter sur son soutien et qu'il ne mérite pas son attention. Dans un tel cas, il développera une plus faible estime de lui-même ainsi que des attentes négatives à l'égard d'autrui. Un autre enfant dont la mère se montre présente et empathique développera pour sa part le sentiment qu'il a de la valeur et qu'il mérite d'être aimé, ce qui l'amènera à développer une image plus favorable de lui-même et des autres. Le premier lien d'attachement, qui caractérise généralement la relation entre l'enfant et sa mère, sert de modèle aux relations futures et teinte la façon dont l'individu se perçoit et perçoit le monde qui l'entoure. Peu à peu, les liens d'attachement ont tendance à s'intérioriser par le processus d'identification à l'autre, ce qui permet à chacun d'accroître son autonomie et de se détacher progressivement. Ce détachement, qui témoigne de l'intériorisation de la relation, ne correspond aucunement à une rupture ou à un échec. Il s'agit au contraire de la manifestation d'un attachement réussi. C'est souvent ce qu'on peut penser. Le terme détachement peut à prime abord référer ou laisser croire à une rupture dans la relation. Au contraire, le détachement réfère à l'intériorisation de la relation. Ce sont les relations les plus significatives qu'on réussit à intérioriser.
Donc, ce sont les relations qui, malgré la distance et la fréquence moins grande des contacts, vont tout de même bénéficier à l'individu, contribuer à son développement, forger son identité. L'exemple du mentorat est approprié ici. On peut avoir développé une relation de confiance avec une personne qui a joué un rôle important pour nous dans le début de notre carrière, en nous guidant, en nous offrant ses conseils. Peu à peu, on en vient à pouvoir voler de ses propres ailes dans notre milieu de travail, mais cette relation-là qu'on a réussi à développer avec l'individu en question, notre mentor, va rester en nous. On sait que si le besoin se présente dans notre vie professionnelle, on va pouvoir se référer à cette personne-là, même si nos contacts avec celle-ci sont moins fréquents. Le détachement est souhaitable car il contribue au développement harmonieux de l'individu et à son épanouissement. Comme l'a montré Bowlby, l'attachement procure à la personne une base sécurisante qui lui permet d'explorer de nouvelles relations et d'expérimenter de nouvelles compétences. Nous avons besoin de cette base sécurisante que nous procure l'attachement pour nous accomplir. Cela explique pourquoi, notamment, notre principale préoccupation, lorsque nous intégrons un nouveau milieu de travail, est de se faire accepter par les collègues de notre équipe. Tant et aussi longtemps que nous n'avons pas le sentiment de faire pleinement partie de l'équipe, il est difficile de prendre des initiatives et de se montrer créatif. C'est sûr que le délai avec lequel on va être confortable pour s'intégrer dans une équipe varie selon la personnalité des gens, mais aussi selon leur style d'attachement. Une personne qui a un style d'attachement ambivalent va avoir besoin de plus de temps pour acquérir ce sentiment de sécurité, alors qu'une personne qui a un style sécurisant va adopter les conduites d'attachement appropriées lors de son intégration et devrait, dans un délai raisonnable, arriver à acquérir plus d'autonomie et à manifester davantage sa créativité dans son milieu. À partir du moment où nous nous sentons acceptés, nous pouvons envisager de sortir des sentiers battus et de contribuer à la performance collective d'une façon plus proactive. On peut faire ici le parallèle avec la théorie de la motivation humaine de Maslow, selon laquelle la satisfaction des besoins d'amour permet de prendre conscience des besoins de croissance. Les recherches classiques de Mary Ainsworth ont permis de préciser la théorie de l'attachement en identifiant certains patterns comportementaux qu'elle appela les styles d'attachement. Un style d'attachement est un schème d'action relativement stable qui oriente la propension de l'individu à explorer son environnement et qui caractérise sa façon d'interagir avec autrui. Les recherches de Mary Ainsworth indiquent que la disponibilité et la cohérence de la personne qui s'occupe de l'enfant déterminent le style d'attachement développé par ce dernier. Les styles d'attachement résultent du croisement entre deux états affectifs, l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité. L'anxiété d'abandon réfère à la peur du rejet. Lorsque l'individu capte des signaux qu'il interprète comme étant des manifestations de rejet ou de non-disponibilité de la part d'autrui, le système d'attachement s'active et il a tendance à enclencher des comportements visant à se sentir rassuré. Ainsi, un employé qui a le sentiment de ne pas être apprécié par ses collègues pourra chercher à améliorer la qualité de ses relations en prenant le temps de discuter avec eux et en manifestant de l'intérêt pour ce qu'ils font. En agissant de la sorte, l'employé cherche plus ou moins consciemment à rétablir son sentiment de sécurité par rapport à sa relation avec ses collègues. Le degré auquel une personne a tendance à ressentir de l'anxiété d'abandon constitue une disposition relativement stable chez les individus et qui contribue à déterminer leur style d'attachement. Un rapprochement peut être fait entre l'anxiété d'abandon et l'estime de soi. De façon générale, les individus présentant un haut niveau d'anxiété d'abandon tendent à avoir une faible estime d'eux-mêmes. À force d'être ignorés ou rejetés lorsqu'ils étaient enfants, ils en sont venus à croire qu'ils ne méritaient pas l'attention d'autrui. L'inverse est également vrai. Les personnes qui ressentent peu d'anxiété d'abandon ont généralement une plus forte estime d'eux-mêmes. Comme elles ont obtenu l'attention et le soutien dont elles avaient besoin, elles ont développé un sentiment de valeur personnelle. Pour répondre à cette question-là, il faut se référer au développement de la personnalité. Généralement, c'est l'anxiété d'abandon qui peut se ressentir dès les premiers instants de vie et qui peut demeurer aussi présente, voire s'exacerber selon les réponses que l'enfant obtient, qui va forger par la suite l'estime que la personne a envers elle-même.
Le deuxième état affectif, l'évitement de l'intimité, est causé par l'inconfort associé à l'intimité émotionnelle et par le fait de dépendre de quelqu'un. L'évitement de l'intimité génère des comportements visant à éviter le rapprochement et à réduire sa vulnérabilité face à autrui. Par exemple, un employé qui se porte mal de devoir demander de l'aide à ses collègues pour réaliser son travail pourrait chercher à accroître son pouvoir en postulant sur un poste dans lequel il aurait davantage de latitude décisionnelle. De manière générale, les individus qui ont plus tendance à éviter l'intimité entretiennent des attentes négatives envers autrui. Ils ont appris dès leur jeune âge qu'il est inutile, voire risqué, de s'attendre à ce que les autres nous apportent leur soutien ou leur aide. À l'inverse, les individus qui ont le moins tendance à éviter l'intimité entretiennent des attentes qui sont plus positives envers autrui. Les professeurs Kim Bartholomew et Len Horowitz ont croisé ces deux états affectifs, l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité, pour obtenir 4 styles d'attachement. Le style d'attachement sécurisant, le style ambivalent, le style évitant et le style désorganisé. Les personnes qui présentent un style d'attachement sécurisant ont un plus faible niveau d'anxiété d'abandon et d'évitement de l'intimité. Elles ont donc généralement une bonne estime d'elles-mêmes et elles entretiennent des attentes positives envers autrui. Ces personnes font preuve d'assurance dans leur façon d'aborder la vie et elles sont confortables dans les situations qui impliquent l'interdépendance, comme le travail en équipe. Ayant à la fois confiance en elles-mêmes et en autrui, les personnes qui présentent un style d'attachement sécurisant ont tendance à développer des relations saines et équilibrées avec leur entourage. Elles n'hésitent pas à demander de l'aide et à en offrir à leur tour, pas plus qu'elles ne craignent d'être jugées ou rejetées. La plupart du temps, les personnes qui ont un style d'attachement sécurisant vont offrir une meilleure performance en milieu de travail. Ils vont être de meilleurs collaborateurs, avoir un plus grand intérêt à travailler en équipe. Maintenant, comme 40 % de la population a un style d'attachement qui est non sécurisant, on ne peut pas s'attendre à ce que nos milieux de travail soient composés à 100 % de personnes qui ont un style sécurisant. Avoir un style ambivalent ou un style évitant, ce n'est pas nécessairement être non fonctionnel en milieu de travail. Par exemple, les gens qui ont un style évitant, même s'ils sont moins enclins à partager et à travailler en équipe, peuvent offrir une performance qui va être supérieure à la moyenne. Dans un contexte où ces personnes-là n'ont pas nécessairement à travailler en équipe, ils peuvent rencontrer les objectifs professionnels qui leur sont fixés. Plusieurs conséquences positives sont associées à ce style d'attachement, dont la flexibilité, l'ouverture d'esprit, la maîtrise de soi, l'altruisme et la résilience. Bien sûr. Ces constats-là qu'on évoque ici sont basés sur des études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on remarque que plus les gens manifestent un style sécurisant, plus ils ont tendance à avoir ces qualités. Sans étonnement, les personnes qui présentent un style d'attachement sécurisant réussissent souvent mieux dans leur travail que les autres. Elles ont plus de facilité à travailler en équipe, sont plus habiles à gérer les conflits de façon constructive, adoptent généralement un style de leadership démocratique, se montrent ouvertes au changement et loyales envers leur employeur, pour ne nommer que ces exemples. Environ 60 % des individus présentent un style d'attachement sécurisant. En contrepartie, environ 40 % de la population a plutôt appris, durant son enfance, à adopter des conduites défensives pour se protéger de l'anxiété que leur causent les relations interpersonnelles. Ces individus peuvent se regrouper selon 3 styles d'attachement non sécurisants: le style ambivalent, le style évitant et le style désorganisé. Est-ce qu'on peut penser que le pourcentage de personnes qui ont un style sécurisant puisse évoluer au fil du temps, à la hausse ou à la baisse? C'est une bonne question. Si on se réfère au fait que le style d'attachement est en grande partie déterminé par la capacité des parents à répondre d'une façon appropriée aux besoins de leur enfant, on peut se questionner sur l'influence du contexte socio-économique dans lequel on vit sur les styles d'attachement. Plus les parents sont préoccupés par leur place en garderie, leur éventuelle place en garderie, par leurs préoccupations financières, moins ils sont disponibles pour leur enfant et ça peut avoir des incidences sur le style d'attachement. Donc, on souhaite le meilleur, mais ça reste à voir. Les recherches sur l'attachement montrent que ces styles sont généralement le résultat de patterns comportementaux établis durant la petite enfance.
Ces personnes ont pu se sentir rejetées par la personne qui était en charge d'eux ou avoir été contraintes de composer avec un manque de cohérence dans la façon dont cette personne a pris soin d'eux. Cette dernière ayant alterné entre des conduites empathiques et des conduites n'étant pas adaptées aux besoins de leur enfant. Les individus qui présentent un style d'attachement ambivalent présentent un niveau élevé d'anxiété d'abandon qui se traduit par une suractivation de leur système d'attachement. Ils ont une piètre estime d'eux-mêmes et ont le sentiment que les autres savent ce qui est bon pour eux et qu'ils sont en mesure de les protéger. Ils font donc généralement confiance aux autres. Les individus qui ont un style ambivalent s'inquiètent d'être rejetés et sont hypersensibles aux signes de désapprobation et d'exclusion. Pour arriver à préserver leurs relations interpersonnelles, ils vont chercher à plaire aux autres et à se conformer à leurs attentes, ce qui les place dans une position de dépendance. Malgré leurs efforts, ils ont l'impression que leurs sentiments ne sont pas partagés et ils sont rarement satisfaits de la qualité de leur relation. Ils reprochent aux autres de ne pas suffisamment s'engager dans la relation. Pour éviter le rejet et satisfaire leurs besoins d'affiliation, ils pourront se montrer manipulateurs. Ce style d'attachement se développe généralement en réaction à un manque de cohérence dans la disponibilité de la figure d'attachement durant l'enfance. La personne en charge de l'enfant alternait entre des conduites empathiques, adaptées aux besoins de l'enfant, et un manque de sensibilité. En milieu de travail, les individus dont le style d'attachement est ambivalent manquent souvent de confiance en eux, ont tendance à trop se dévouer pour leurs collègues et prennent peu d'initiatives. C'est sûr qu'il ne faut pas confondre compétence et style d'attachement. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un style d'attachement sécurisant qu'il va nécessairement être innovant dans son travail. Maintenant, quand une personne a un style d'attachement ambivalent, ça rend la personne plus craintive à faire preuve de créativité, surtout lorsqu'elle doute de son intégration dans son équipe de travail. Donc, le conseil que je donnerais à un gestionnaire, c'est plutôt de mettre la personne en confiance et de progressivement l'amener à faire preuve d'autonomie. Ça permettra d'accroître sa capacité d'innovation. Certains d'entre eux pourront parfois rechercher un poste de cadre dans l'espoir d'obtenir plus d'attention et de se prémunir contre le rejet. Ils auront toutefois tendance à encourager la dépendance de leurs subordonnés en adoptant un style autocratique. Au fond d'eux-mêmes, ils ont souvent honte de leur performance. Les individus dont le style d'attachement est évitant présentent quant à eux un faible niveau d'anxiété d'abandon et un haut niveau d'évitement de l'intimité. Ayant vécu le rejet ou l'indifférence dans leur enfance, ils ont appris à ne pas compter sur les autres et à se débrouiller seuls. Ces réactions témoignent d'une désactivation de leur système d'attachement. Pour se protéger et réduire leur vulnérabilité, ils se sont construits une bonne estime d'eux-mêmes tout en développant des attentes négatives par rapport aux autres. Afin de réduire leur sentiment de vulnérabilité face à autrui, les individus dont le style d'attachement est évitant affichent une attitude de détachement en cherchant à préserver leur indépendance et à satisfaire leurs besoins de pouvoir. Ils ne supportent pas de dépendre des autres. En contexte de travail, ils ont tendance à se montrer individualistes et acharnés dans la réalisation de leurs tâches. Comme ils ne font pas confiance aux autres et doutent de leurs capacités, ils préfèrent souvent travailler seuls. Ils peuvent rechercher un poste de cadre en raison de l'indépendance et du pouvoir qu'un tel poste peut leur procurer. Les personnes qui ont un style d'attachement évitant vont être attirées par des emplois où ils vont pouvoir travailler de façon indépendante et autonome. Donc, dans un milieu qui n'exige pas nécessairement beaucoup de travail en équipe et qui valorise la performance individuelle, les gens qui ont un style d'attachement évitant peuvent très bien performer, voire au-delà de la moyenne. Enfin, les personnes dont le style d'attachement est désorganisé sont dépendantes des autres pour valider leurs sentiments de valeur personnelle tout en étant méfiantes et en craignant le rejet. Elles ont un grand besoin de sécurité. Entretenant une faible estime d'elles-mêmes et des attentes négatives envers les autres, elles ne savent pas sur quel pied danser et font preuve de beaucoup d'incohérence dans leurs relations. Elles alternent entre des stratégies d'hyperactivation et de désactivation de leur système d'attachement. À certains moments, elles peuvent se montrer surprotectrices, alors qu'à d'autres moments, elles se montrent contrôlantes et méprisantes. Ce style d'attachement se développe souvent à la suite de négligences ou de mauvais traitements subis dans l'enfance. Les manifestations de ce style d'attachement en contexte de travail sont peu documentées. On peut toutefois s'attendre à ce que les individus ayant ce style d'attachement adoptent des comportements toxiques auprès de leurs collègues, des comportements passifs-agressifs, aient de la difficulté à maintenir une performance adéquate, fuient les situations où ils risquent d'échouer et soient enclins à développer des maladies associées au stress.
Qu'on ait un style d'attachement sécurisant, ambivalent ou évitant, on peut avoir beaucoup de talent. Donc, il y a des emplois qui peuvent convenir davantage à quelqu'un qui a un style évitant, d'autres à un style ambivalent ou sécurisant. Maintenant, ce qui compte aussi beaucoup, c'est l'accompagnement, la qualité de l'accompagnement qui est offert par le gestionnaire qui, grâce à son empathie, va cerner les besoins de l'employé et va savoir l'accompagner pour qu'il atteigne la performance souhaitée. Bien que le style d'attachement développé dans l'enfance soit assez résistant, il n'est pas statique. Il peut se modifier selon les expériences de vie. Le développement d'une relation de confiance avec une personne faisant preuve d'empathie et de cohérence peut faciliter le développement d'un style d'attachement sécurisant. En milieu de travail, le cadre et les collègues peuvent faire une grande différence sur la qualité des relations et l'évolution des styles d'attachement de chacun. Bien sûr, la route vers un lien sécurisant est parfois longue et sinueuse, mais le périple en vaut la peine. Comme l'affirme John Bowlby, peu importe leur âge, les êtres humains sont plus heureux et déploient davantage leurs talents lorsqu'ils savent qu'ils peuvent compter sur une ou plusieurs personnes envers lesquelles ils ont confiance.